En moins de 2 ans, un officier des SS a déclenché un règne de feu. Plus de 3000 civils sont morts en brûlant vifs. Des villages entiers ont été réduits en cendres. Les familles étaient enfermées dans leurs maisons, sans issue, transformées en bûchers humains. Son nom parcourait 3 pays occupés comme un murmure de terreur. Ce n'étaient pas des exécutions militaires, c'était du pur sadisme. Les villages brûlaient dans des rituels de destruction. Granges, églises et écoles étaient transformées en pièges mortels. Des décennies plus tard, les survivants témoigneraient avoir vu des familles entières périr enfermées dans ces bâtiments incendiés. Comment un seul homme a-t-il fait des flammes sa signature personnelle de mort? Pourquoi le Reich l'a-t-il récompensé pour sa brutalité? Et que s'est-il passé lorsque la justice l'a finalement rattrapé? Ceci est l'histoire de l'incendiaire du Reich, le bourreau qui a semé la terreur avec le feu et qui a fini consumé par lui. Le destin de l'un des bourreaux les plus impitoyables des SS a commencé à se forger parmi les décombres d'une Allemagne vaincue et humiliée. Dans les rues pavées d'une ville industrielle où la suie des usines se mêlait à l'amertume de la défaite, naquit en 1918 un enfant dont l'enfance serait marquée par la faim, la misère et un ressentiment qui croîtrait comme une plante vénéneuse sur un terrain fertile. Son père, un cheminot aux mains calleuses et au regard dur, rentrait chaque soir avec des histoires de licenciements massifs et de salaires qui s'effondraient jour après jour. À la table familiale, où le pain était rare et les conversations tournaient autour de la survie, le petit écoutait les malédictions dirigées vers les politiciens de Berlin, vers les communistes qui organisaient des grèves, vers les juifs qui, selon son père, contrôlaient les banques tandis que le peuple allemand sombrait dans la pauvreté. Ces paroles, prononcées avec l'autorité que seul la désespoir confère, deviendraient les premières pierres d'une idéologie qui justifierait plus tard des actes inimaginables. L'hyperinflation de 1923 a transformé à jamais sa perception du monde. À l'âge de 5 ans, il voyait sa mère brûler des billets de banque pour chauffer le poêle parce qu'il valait moins que le bois de chauffage. Les charrettes tirées par des mules transportaient des paniers remplis de marques allemands qui ne suffisaient pas à acheter une miche de pain. Dans les files interminables devant les boulangeries, l'enfant a appris que la dignité s'effondre quand l'estomac gronde et que l'humiliation collective peut devenir une blessure qui ne cicatrise jamais. Ses chaussures trouées foulaient les rues où les anciens vétérans de guerre mendiaient avec des uniformes en lambeaux. Rappel constant que même les héros pouvaient être réduits à néant par des forces qui échappaient à leur contrôle. À mesure que la misère familiale augmentait, les parents cherchaient des coupables et les voisins juifs sont devenus des boucs émissaires. L'enfant a absorbé ces explications simplistes qui façonneraient sa vision du monde. Pendant ses années scolaires, il montra un rendement académique médiocre, mais se distinguait par une agressivité qui inquiétait ses enseignants. Pendant les récréations, il était connu pour intimider les plus faibles, en formant de petites bandes qui harcelaient les camarades issus de familles juives ou considérées comme différentes. Cette violence précoce n'était pas fortuite. Elle reflétait la brutalisation d'une société où des bandes paramilitaires s'affrontaient dans les rues et où la politique était devenue une extension de la guerre par d'autres moyens. Ces points devinrent des instruments d'une autorité qu'il ne pouvait exercer à la maison, où la pauvreté le maintenait subordonné et vulnérable. L'adolescence est arrivée accompagnée d'uniformes et de marches. À 15 ans, il a rejoint une association de jeunesse nationaliste où il a trouvé ce que son foyer dysfonctionnel n'avait pas pu lui offrir: discipline, appartenance et but. Là-bas, il a appris des chansons qui glorifiaient la mort héroïque, a participé à des rituels qui exaltaient la pureté raciale allemande et a absorbé un antisémitisme qui n'était plus seulement du ressentiment social, mais une doctrine pseudo-scientifique. L'uniforme lui a conféré une identité puissante. Il n'était plus simplement le fils du cheminot appauvri, mais un soldat d'une cause qui promettait la rédemption nationale. Les fins de semaine se transformaient en exercice de construction d'une identité collective. Marche à travers la campagne allemande, feu de camp où l'on brûlait des livres considérés comme dégénérés, serment de loyauté envers des idéaux abstraits mais émotionnellement puissants. Dans ces rituels, il trouva une famille de substitution qui lui offrait une clarté morale, là où son foyer n'avait apporté que confusion et douleur. La camaraderie masculine, structurée autour de la haine partagée envers des ennemis clairement identifiés,
lui procurait le sentiment de puissance qu'il avait cherché pendant des années. La montée de Hitler a coïncidé avec son entrée dans l'âge adulte. Les discours du leader nazi résonnaient en lui comme des échos des conversations familiales, mais amplifiés jusqu'à devenir une vision du monde. Chaque promesse de restaurer la grandeur allemande, chaque menace contre les ennemis intérieurs, semblait donner voix aux frustrations qu'il avait accumulées pendant des années. Pour un jeune marqué par l'humiliation collective, le national-socialisme offrait une identité rédemptrice, celle d'appartenir à un peuple élu qui s'élèverait contre ses oppresseurs. À 18 ans, il a officiellement rejoint le parti nazi et a rejoint les SA, les chemises brunes qui fonctionnaient comme l'armée politique de Hitler. Dans les bagarres de rue contre les communistes et les sociodémocrates, il a trouvé une échappatoire à des années de frustration accumulées. Frapper des opposants politiques n'était pas de la violence criminelle, mais une mission patriotique. La peur qu'il inspirait chez les autres alimentait un ego qui avait grandi dans la privation et l'insignifiance sociale. Les nuits se transformaient en expéditions punitives contre les quartiers ouvriers, où la violence organisée se déguisait en activisme politique. Ses supérieurs dans les SA remarquèrent rapidement son enthousiasme pour la violence et sa capacité à suivre les ordres sans poser de questions. Il participa à la destruction d'imprimeries socialistes, à l'assaut des syndicats, à l'intimidation systématique des opposants politiques. Chaque action réussie renforçait sa conviction d'être du bon côté de l'histoire, d'être un instrument d'une justice supérieure qui transcendait les lois bourgeoises. Cependant, sa véritable transformation a commencé lorsqu'il a réussi à intégrer les SS, l'organisation d'élite qu'Heinrich Himmler avait transformée en noyau idéologique du régime. Le processus de sélection était rigoureux. La force physique ou le fanatisme politique ne suffisaient pas. Il fallait démontrer une pureté raciale par le biais de certificats généalogiques, se soumettre à des examens médicaux exhaustifs et montrer une loyauté idéologique absolue. Le serment des SS a gravé dans son esprit un credo qui est devenu sa religion personnelle. Mon honneur s'appelle la fidélité. La formation dans les SS fut une expérience transformatrice qui compléta sa métamorphose de jeune plein de ressentiment à instrument parfait de la terreur d'État. Pendant des mois d'entraînement intensif, il marcha jusqu'à l'épuisement, endura des punitions collectives conçues pour briser l'individualité, étudia des manuels de biologie raciale qui présentaient le meurtre comme une hygiène sociale et participa à des exercices qui normalisaient la violence extrême. Ce processus n'élimina pas seulement ces derniers vestiges d'humanité commune, mais les remplaça par une identité complètement nouvelle, celle du bourreau idéologique. Les leçons théoriques étaient alternées avec des entraînements pratiques où il apprit des techniques d'interrogatoire, des méthodes d'exécution et des protocoles d'extermination. Les instructeurs soulignaient que la compassion était une faiblesse, que le doute était une trahison, que l'efficacité dans l'élimination des ennemis raciaux était la vertu suprême. Graduellement, sa capacité d'empathie s'atrophia jusqu'à disparaître complètement, remplacée par une froideur mécanique qui ferait de lui l'exécuteur idéal. Sa première affectation fut le camp de concentration de Dachau, où sous la tutelle de Theodor Eicke, il apprit les méthodes qu'il perfectionnerait plus tard. Là, il découvrit qu'il possédait un talent naturel pour briser la volonté humaine. Alors que d'autres gardiens voyaient les tortures comme une obligation désagréable mais nécessaire, lui les abordait avec un enthousiasme scientifique. Il développa des techniques de punition qui combinaient violence physique et humiliation psychologique, créant un répertoire de cruauté qui le distingua rapidement parmi ses supérieurs. Les prisonniers ont commencé à le connaître par des surnoms qui reflétaient son sadisme particulier. Sa présence dans les baraques engendrait une terreur qui transcendait la peur commune de la mort. C'était la crainte d'une souffrance prolongée, méticuleusement conçue pour détruire non seulement le corps, mais aussi la dignité humaine. Ces méthodes sont devenues légendaires au sein du système concentrationnaire, étudiées et reproduites par d'autres gardes moins créatifs. Les rapports internes ont commencé à le décrire comme un officier efficace et sans sentimentalisme, des euphémismes qui masquaient une réalité plus sinistre. Il avait démontré une capacité exceptionnelle à infliger de la souffrance sans montrer de traces de remords. Sa réputation de geôlier impitoyable lui a valu des promotions rapides et la confiance d'une hiérarchie qui valorisait la brutalité systématique.
Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, on lui assigna des fonctions dans les territoires occupés de l'Est, où son sadisme trouva un terrain d'expansion illimité. La Pologne d'abord, puis d'autres territoires conquis devinrent des laboratoires où il expérimenta des formes de terreur de plus en plus raffinées. Les exécutions sommaires devinrent des spectacles soigneusement orchestrés. Les incendies de villages entiers, sa marque personnelle. Le feu était devenu son obsession. Il incendiait des maisons avec des familles entières à l'intérieur, convaincu qu'il éliminait des parasites menaçant la pureté raciale allemande. En 1942, sa transformation était complète. De l'enfant affamé qui avait brûlé des billets pour chauffer son foyer, avait émergé un officier des SS dont le nom était synonyme de mort pour des milliers de victimes. La machinerie du Troisième Reich avait atteint son objectif, créer le bourreau parfait, un homme capable d'exécuter les politiques les plus extrêmes du régime sans jamais questionner leur légitimité morale. L'expansion territoriale du Troisième Reich a ouvert pour l'officier des SS des horizons de brutalité qui ont même dépassé ses fantasmes les plus sadiques. L'invasion de la Pologne en septembre 1939 a marqué le début d'une nouvelle phase dans sa carrière criminelle, où les contrôles internes des camps de concentration ont été remplacés par la liberté absolue dans les territoires occupés. Dans ces terres conquises, où la loi allemande se confondait avec l'arbitraire personnel des bourreaux, il a trouvé le cadre parfait pour déployer un règne de terreur qui aurait le feu comme protagoniste indiscutable. Les premiers mois en Pologne révélèrent immédiatement sa véritable nature. Tandis que d'autres officiers se concentraient sur le contrôle administratif des populations conquises, il développa des méthodes qui allaient au-delà de la simple répression pour devenir des spectacles de cruauté calculée. Le feu, qui n'avait été qu'un simple outil de plus dans les camps allemands, se transforma en son obsession personnelle, en une signature qu'il laisserait gravée dans la mémoire collective de milliers de survivants. Leurs unités ont commencé à être redoutées non seulement pour leur efficacité militaire, mais aussi pour les méthodes qu'elles employaient pour pacifier les territoires. Les villages soupçonnés de collaborer avec la résistance n'étaient pas simplement occupés ou fouillés. Ils étaient soumis à des rituels de destruction combinant violence physique et terreur psychologique. La fumée à l'horizon est devenue le héros de leur présence. Un signe qui faisait fuir les populations civiles bien avant que leurs soldats n'arrivent effectivement au village. La tactique était systématique et dévastatrice. Ces hommes entouraient complètement les villages pendant les premières heures de l'aube, lorsque la majorité des habitants dormaient encore. Une fois le siège établi, un processus de sélection commençait qui semblait arbitraire, mais qui suivait une logique terrifiante. Certains voisins étaient séparés du groupe, forcés à rentrer à nouveau dans leur maison, qui étaient ensuite aspergés d'essence et incendiés, tandis que les familles restaient piégées à l'intérieur. Le reste de la population était contraint d'assister à ces meurtres comme un avertissement de ce qui arriverait si toute forme de résistance était détectée. Les témoignages ultérieurs révéleraient que ces incendies n'étaient pas des actes impulsifs de violence, mais des cérémonies soigneusement orchestrées. L'officier supervisait personnellement chaque détail, la distribution du carburant, le moment exact de l'allumage, la position des spectateurs forcés. Son visage, selon les récits des survivants, affichait une expression de concentration presque religieuse alors qu'il contemplait les flammes consumées des vies humaines. Pour lui, le feu avait acquis une signification qui transcendait son utilité pratique. Il était devenu un instrument de purification raciale et personnelle. Avec l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, son sadisme trouva un théâtre d'opérations encore plus vaste et moins contrôlé. L'opération Barbarossa n'ouvrit pas seulement le front le plus étendu de la Seconde Guerre mondiale, mais légitima officiellement la brutalité extrême contre les populations civiles considérées comme racialement inférieures. Dans ce contexte, ces méthodes n'étaient plus vues comme des excès individuels, mais comme des techniques de guerre totale efficaces qui méritaient d'être étudiées et reproduites. Les villages biélorusses, ukrainiens et russes sont devenus des laboratoires où il a expérimenté des variations de plus en plus raffinées de sa technique incendiaire. Il ne se contentait plus de brûler des maisons individuelles. Il a développé des méthodes pour incendier des villages entiers de manière simultanée, créant des enfers visibles à des kilomètres à la ronde, granges, églises, écoles.
Tout bâtiment capable d'héberger plusieurs personnes se transformait en piège mortel où des centaines de civils étaient enfermés avant que le feu ne soit allumé de l'extérieur. Ses subordonnés ont appris à exécuter ces opérations avec une précision militaire. Chaque soldat avait un secteur spécifique du village assigné, chaque bâtiment était marqué à l'avance, chaque voie d'évasion était bloquée avant de commencer l'incendie. Les habitants qui tentaient de fuir par les fenêtres ou les portes étaient abattus à coups de feu, mais on permettait toujours à certains de s'échapper pour qu'ils puissent raconter dans d'autres villages ce qu'ils avaient vu. La terreur, ils le comprenaient parfaitement, se multipliait lorsqu'il y avait des témoins capables de transmettre le message. Les camps de concentration sous leur juridiction sont devenus des extensions de cette philosophie du feu. Les prisonniers étaient soumis à des tortures incorporant des flammes comme élément central, brûlures délibérées sur les mains et le visage pendant les interrogatoires, exposition forcée à des fours et à des feux de camp jusqu'à l'évanouissement, simulation d'incendie dans des baraquements en bois provoquant une panique massive parmi les détenus. Ces techniques ne visaient pas uniquement à obtenir des informations, mais à briser psychologiquement les prisonniers jusqu'à les transformer en ombres humaines, incapables de toute forme de résistance. La dimension psychologique de sa cruauté était peut-être son aspect le plus perturbant. Les survivants se souviendraient des décennies plus tard non seulement de la douleur physique des brûlures, mais aussi de l'expression de plaisir presque sexuel qu'ils montraient en observant la souffrance des autres. Ces victimes décrivaient comment ils s'approchaient des flammes pour inhaler la fumée, comment ils caressaient les torches avant de les utiliser contre les prisonniers, comment ils semblaient entrer en transe pendant les incendies massifs. Le feu avait cessé d'être simplement une arme pour devenir un objet de vénération personnelle. L'impunité absolue dont ils jouissaient pendant des années a alimenté l'escalade de ces crimes. Le système nazi non seulement tolérait ces méthodes, mais les récompensait par des promotions et des décorations. Ces rapports officiels, rédigés dans le langage bureaucratique typique du Reich, décrivaient les massacres comme des opérations antipartisans réussies et les meurtres de masse comme la neutralisation d'éléments hostiles. Cette légitimation institutionnelle lui a permis d'opérer sans restriction, convaincu que ses actions les plus atroces étaient des contributions précieuses à l'effort de guerre allemand. Les nombres qu'il a laissés derrière lui sont difficiles à quantifier, mais les historiens estiment qu'il a été directement responsable de la mort de milliers de civils et de la destruction complète de dizaines de populations. Cependant, les statistiques ne parviennent pas à capturer la véritable portée de son héritage. Le traumatisme psychologique infligé à des communautés entières, la terreur qui a perduré des décennies après la fin de la guerre, la manière dont il a transformé le feu d'un élément naturel en symbole d'horreur pour des générations de survivants. Pour ceux qui ont réussi à survivre à leurs atrocités, la simple odeur de la fumée suffisait à réveiller des cauchemars. Les villages reconstruits après la guerre conservaient pendant des années des espaces vides, là où se trouvaient autrefois les maisons incendiées, comme si la terre elle-même résistait à effacer les traces de leur passage. Les monuments érigés à la mémoire des victimes portaient des inscriptions qui ne mentionnaient pas leur nom, mais bien la forme caractéristique de leur crime. Ici, le feu a consumé des vies innocentes. L'histoire de cette période n'est pas seulement la chronique d'un sadique individuel, mais le témoignage de la façon dont un système politique peut transformer la cruauté personnelle en politique d'État. La combinaison meurtrière d'idéologies raciales, de structures militaires disciplinées et d'absence totale de contrôles moraux a créé les conditions parfaites pour qu'un bourreau obsédé par le feu puisse transformer des territoires entiers en scènes de cauchemars. Son héritage fut un paysage de cendres fumantes qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Une géographie de la terreur où chaque ruine calcinée témoignait de la capacité humaine pour le mal absolu. L'effondrement du Troisième Reich au printemps de 1945 ouvrit un scénario chaotique dans lequel les bourreaux, les collaborationnistes et les officiers des SS tentèrent de disparaître parmi des millions de réfugiés. Les villes étaient réduites en ruines, les armées s'étaient dissoutes et les camps de concentration commençaient à montrer au monde leur horreur. Dans ce paysage dévasté, la justice entama un processus inédit. Traquer les responsables des atrocités qui avaient laissé des cicatrices dans toute l'Europe. Parmi eux figurait un officier des SS dont le nom évoquait des incendies, des villages calcinés
et des milliers de civils assassinés lors de cérémonies de feu soigneusement orchestrées. Le suicide de Hitler à Berlin et la détention ultérieure de Heinrich Himmler marquèrent l'effondrement de la hiérarchie qui, pendant des années, avait protégé les bourreaux. Beaucoup comprirent qu'il n'y aurait plus de refuge sûr. Sans Reich, sans commandement central et avec le pays occupé par les Alliés, la fuite devint leur seule option. L'officier détruisit des documents, enterra des insignes, tenta d'effacer les traces de son identité et se mêla aux déplacés qui avançaient par des routes secondaires, en quête d'une destination incertaine. La faim, la fatigue et la peur constante d'être reconnu l'accompagnaient. Pendant qu'il errait déguisé en paysan à Londres, Washington et Moscou, des mécanismes judiciaires sans précédent se mettaient en place. L'ampleur des crimes nazis exigeait un nouveau cadre légal. Les Alliés avaient travaillé avant même la reddition à la définition des crimes contre l'humanité, conscients que les catégories traditionnelles du droit international étaient insuffisantes pour englober les massacres planifiés et les exterminations systématiques. Cette décision a transformé la poursuite des criminels nazis en un processus historique. Pour la première fois, un régime tombé serait jugé non seulement pour sa défaite militaire, mais aussi pour la brutalité exercée contre des populations civiles. Les équipes de recherche alliées ont immédiatement commencé à rassembler des preuves. Des bureaux abandonnés des SS révélaient des rapports opérationnels avec des références à des actions antipartisanes qui cachaient des massacres. Des archives capturées contenaient des ordres signés par des officiers moyens. Des photographies aériennes montraient des villages réduits en cendres. En parallèle, les survivants libérés de camps et de villages détruits racontaient ce qui s'était passé. Parmi ces témoignages émergeait une figure constante, un officier qui utilisait le feu non pas comme outil de guerre, mais comme obsession personnelle. Le portrait concordait en de nombreux aspects. Sa présence dans les villages incendiés, sa participation directe aux tortures, son froid calme en observant les flammes consumer des vies humaines. Chaque déclaration était confrontée avec des documents. Un prisonnier soviétique se souvenait d'avoir été torturé avec des torches. Les registres confirmaient qu'il était affecté dans cette zone. Ainsi, pièce par pièce, les enquêteurs ont réussi à construire une mosaïque solide qui reliait la personne au crime. Lors de sa fuite en Bavière, il adopta des vêtements civils, un faux nom et travailla occasionnellement dans des fermes. Mais il fut reconnu par un ancien prisonnier qui l'identifia grâce à la cicatrice sur son front et à sa voix. Cette dénonciation permit aux Alliés d'organiser une opération qui se termina par sa capture dans une grange. L'arrestation a eu lieu à l'aube, à l'automne 1945. Des soldats américains ont entouré une ferme isolée et sont entrés rapidement. Le fugitif a tenté de s'échapper par une sortie arrière, mais il a été maîtrisé en quelques minutes. Parmi ses affaires, il y avait des documents partiellement brûlés sur lesquels son nom et son grade étaient encore visibles. Cela confirmait son identité. Il a été transféré dans un centre de détention pour criminels de guerre où a commencé la phase suivante, les interrogatoires. Dans un premier temps, son attitude a alterné entre arrogance et déni. Il prétendait avoir obéi à des ordres supérieurs, insistait sur le fait que ses opérations s'inscrivaient dans la lutte contre les partisans et tentait de minimiser la brutalité de ses méthodes. C'était le même argument avancé par d'autres nazis capturés, l'obéissance due. Cependant, les preuves étaient accablantes. Les enquêteurs l'ont confronté avec des ordres signés par lui, avec des témoignages de survivants et avec des photographies montrant des villages dévastés aux mêmes endroits où il avait opéré. Peu à peu, ses défenses se sont effondrées. L'un des moments clés a eu lieu lorsqu'on lui a montré la déclaration d'un enfant survivant. Le témoignage décrivait comment sa famille avait été enfermée dans une grange incendiée et comment il s'était échappé par une fente assistant aux flammes qui consumaient les siens. Ce récit correspondait exactement à un rapport opérationnel signé par l'officier. Confronté à cette preuve, l'accusé est resté silencieux pendant longtemps. Une confession plus éloquente que n'importe quel mot, la construction du dossier dépendait à la fois de documents et du courage de ceux qui avaient décidé de témoigner. Femmes, personnes âgées et soldats libérés ont ravivé des souvenirs insupportables pour le désigner sans hésitation. Chaque témoignage ajoutait une dimension humaine aux chiffres et détruisait l'idée que les crimes étaient de simples excès de guerre. Il ne s'agissait pas de bataille ni d'affrontements avec des combattants, mais de l'anéantissement systématique de communautés entières. Les tribunaux militaires régionaux,
organisés par les Alliés pour juger les criminels de rang moyen, sont devenus le théâtre de son procès. Contrairement au procès de Nuremberg, centré sur le sommet politique et militaire, ces procédures cherchaient à démontrer que la justice atteindrait également ceux qui avaient exécuté directement les ordres. Le dossier de l'officier était vaste. Accusations de crimes de guerre pour des attaques contre des civils et des prisonniers, et accusations de crimes contre l'humanité pour extermination systématique par le feu. L'accusation a présenté un document clé. De sa propre main, il avait écrit que « le feu purifie plus rapidement que les balles ». Cette phrase est devenue le symbole de sa mentalité génocidaire et la pièce centrale du procès La Défense a insisté sur le fait que tout faisait partie d'opérations militaires contre les partisans. Mais les juges avaient devant eux des témoignages d'enfants, de femmes et de personnes âgées qui avaient été témoins des massacres. La distance entre la version officielle et la réalité était abyssale. Le procès a été suivi avec attention par la presse internationale. Ce n'était pas un nom de la plus haute hiérarchie, mais son cas exemplifiait une génération de bourreaux qui avaient rendu possible l'Holocauste depuis des postes intermédiaires. Le verdict, lorsqu'il est arrivé, était sans équivoque, coupable de tous les chefs d'accusation. La condamnation à mort ne représentait pas seulement une punition individuelle, mais l'affirmation d'un principe fondamental. Qu'aucun crime de cette ampleur ne pouvait rester sans réponse dans les communautés détruites par leurs actions. La nouvelle a été reçue avec un mélange de soulagement et de mélancolie. Les villages reconstruits gardaient encore les espaces vides où auparavant il y avait des maisons réduites en cendres. Les monuments érigés à la mémoire des victimes rappelaient l'horreur vécue. Pour les survivants, voir que la justice avait atteint l'homme qui avait semé la terreur avec le feu signifiait reconnaissance et dignité. Cela ne ramenait pas les morts, mais confirmait que le monde n'avait pas oublié ce qui s'était passé. Sa chute symbolisait quelque chose de plus large que la fin d'un individu. Elle représentait le début d'une nouvelle ère dans le droit international, où les crimes de masse contre des civils seraient poursuivis, quelle que soit la hiérarchie du responsable. L'officier qui pensait pouvoir se fondre dans l'anonymat découvrit que la justice, bien que lente, était persistante. La même Europe qui avait brûlé sous ses ordres devint le théâtre de sa défaite définitive. Le feu qu'il avait utilisé pour détruire des villages entiers a fini par être la preuve qu'il a condamné. Ces flammes, auparavant signes de pouvoir, se sont transformées en symboles de culpabilité. Là où il a voulu semer la peur, s'est allumé en revanche l'engagement de poursuivre la barbarie jusqu'à ses dernières conséquences. Sa capture, son procès et sa condamnation ont marqué la fin d'une carrière de terreur et le triomphe d'une justice qui, pour la première fois dans l'histoire, s'élevait contre les crimes contre l'humanité. La salle du tribunal militaire allié dans l'Allemagne occupée respirait une solennité chargée d'histoire lorsque le procès contre l'officier des SS qui avait fait du feu sa marque personnelle de terreur s'est ouvert. Le bâtiment gouvernemental où se tenait le procès conservait encore les cicatrices de la guerre, fenêtres réparées avec du bois, murs écaillés et une odeur persistante de ruines qui imprégnait chaque recoin. Sur la table des juges, les drapeaux des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Union soviétique rappelaient que c'était la justice internationale en action, un précédent historique qui transcendait les frontières nationales. L'accusé a été conduit dans la salle menottée, vêtu de l'uniforme gris de prisonnier qui contrastait de manière dramatique avec le noir imposant des SS qu'il avait autrefois porté avec arrogance. Sa posture rigide tentait de maintenir une dignité qui ne lui appartenait plus, mais les mains tremblantes trahissaient la peur qui rongeait son intérieur. Les juges, représentants de différentes nationalités unies par un but commun, avaient devant eux un dossier qui avait grandi pour atteindre des centaines de pages, ordres signés, témoignages déchirants, photographies aériennes de destruction massive et rapports médicaux de victimes ayant survécu aux flammes. La lecture de l'acte d'accusation s'est prolongée pendant plus de 2 heures, chaque chef ajoutant du poids à la montagne de preuves qui se dressait contre le prisonnier. Les crimes de guerre incluaient l'utilisation systématique du feu comme arme contre des civils sans défense et des prisonniers de guerre en violation directe des conventions internationales. Les crimes contre l'humanité comprenaient les massacres de villages entiers, les meurtres collectifs dans des granges et des églises transformées en pièges mortels, la destruction délibérée de communautés dans le seul but de semer la terreur parmi des populations qui ne représentaient aucune menace militaire.
Les meurtres individuels constituaient une catégorie à part qui révélait la dimension personnelle de son sadisme. Exécutions sommaires de prisonniers, séances de torture, où les torches devenaient des instruments d'interrogatoire, passage à tabac mortel administré avec une minutie qui transcendait tout objectif militaire légitime. La terreur systématique, enfin, englobait la destruction calculée de communautés entières comme stratégie délibérée de contrôle psychologique sur les territoires occupés. La présentation de preuves documentaires constitua le premier coup dévastateur contre toute stratégie de défense que l'accusé pourrait tenter. Les procureurs déployèrent méticuleusement des documents saisis dans des bureaux des SS en commençant par des ordres écrits portant sa signature sans équivoque et instruisant explicitement ses subordonnés de nettoyer les villages par le feu pour donner l'exemple à la population. Les listes d'opérations antipartisans en Pologne et en Biélorussie contenaient des références constantes à des incendies massifs qui coïncidaient exactement avec les témoignages des survivants. Particulièrement incriminants se sont avérés les rapports internes d'évaluation où ses supérieurs le décrivaient comme un « homme fiable » pour les tâches de répression, euphémisme qui cachait à peine la réalité qu'il avait été spécifiquement choisi pour sa capacité et sa disposition à exécuter les politiques les plus brutales du régime. Cependant, ce sont les témoignages des survivants qui ont donné une dimension humaine à la froide documentation bureaucratique, une femme polonaise, dont la voix se brisait en se remémorant les événements les plus traumatisants de sa vie, a raconté comment elle avait assisté à l'enfermement de sa famille dans une église qui a ensuite été incendiée tandis qu'elle se cachait dans les buissons à proximité. Son identification de l'accusé comme l'officier qui avait donné l'ordre direct était sans équivoque. Malgré les années écoulées et la tentative de cet homme de modifier son apparence physique, un prisonnier de guerre soviétique a montré au tribunal les cicatrices permanentes sur ses mains, résultat des brûlures infligées avec des torches lors d'interrogatoires dirigés personnellement par l'accusé. Son témoignage a révélé non seulement la brutalité physique des tortures, mais aussi la méthodologie psychologique employée. L'utilisation du feu ne visait pas uniquement à obtenir des informations, mais à briser complètement la volonté de résistance des prisonniers par la terreur pure. Les villageois biélorusses qui ont comparu devant le tribunal ont décrit un modèle cohérent de cruauté qui transcendait toute justification militaire. L'obligation d'assister à des exécutions publiques avant que leurs propres maisons ne soient réduites en cendres, la sélection apparemment aléatoire de victimes qui servait à maintenir toute la population dans un état de terreur constant, la présence théâtrale de l'officier supervisant personnellement chaque détail de la destruction. La stratégie défensive s'est basée sur l'argument d'obéissance due qui avait été employé par d'autres accusés dans des procès similaires. L'avocat de la défense, un juriste allemand désigné par les autorités alliées, a argumenté que son client avait agi exclusivement sous des ordres supérieurs et que, dans le contexte d'une guerre totale contre des combattants irréguliers, l'utilisation du feu contre des populations suspectes constituait une pratique militaire acceptable dans les paramètres du conflit. L'accusé a renforcé cette ligne de défense en répétant mécaniquement au cours de ses déclarations qu'il avait obéi aux ordres sans prendre de décisions indépendantes, qu'il n'avait pas eu l'autorité pour modifier les instructions reçues de ses supérieurs hiérarchiques, que la responsabilité ultime incombait aux dirigeants du Reich qui avaient conçu les politiques mises en œuvre sur le terrain. Cependant, cette défense s'effondrait progressivement devant chaque document révélant non seulement une obéissance, mais aussi une initiative personnelle dans la conception de méthodes particulièrement cruelles d'exécution. Le moment le plus tendu du processus est arrivé lorsqu'un procureur américain a confronté directement l'accusé avec un document signé de sa propre main, la lecture de l'ordre, qui instruisait l'incendie de 3 villages spécifiques et l'exécution publique de 10 civils choisis au hasard, a été suivie de questions visant à établir la chaîne de responsabilité. Face à l'insistance sur la personne ayant spécifiquement émis ces instructions si détaillées, le silence de l'accusé est devenu la confession la plus éloquente possible. La délibération du tribunal s'est prolongée pendant des jours qui ont semblé des semaines pour tous les impliqués. Lorsque les juges sont retournés dans la salle, le silence était si absolu que l'on pouvait entendre la respiration retenue de chaque personne présente. La lecture de la sentence était claire et sans équivoque, coupable sur tous les chefs d'accusation présentés, avec une condamnation à mort qui reflétait tant l'ampleur des crimes que l'absence totale de circonstances atténuantes.
Les juges ont souligné dans leur raisonnement que les actes commis avaient transcendé toute catégorie connue de violence de guerre pour constituer des crimes contre l'humanité dans leur expression la plus pure. L'utilisation systématique du feu comme instrument de terreur avait révélé une cruauté délibérée qui ne pouvait être expliquée ni justifiée par l'obéissance militaire, mais qui reflétait une décision personnelle de participer activement à l'extermination de populations civiles. La réaction dans la salle était de soulagement contenu parmi les survivants présents, qui voyaient dans le verdict non seulement une justice individuelle, mais aussi une reconnaissance officielle des souffrances qu'ils avaient endurées. Pour les communautés détruites, représentées par ces témoins courageux, le verdict constituait une forme de rédemption historique qui validait leur témoignage et honorait la mémoire de ceux qui avaient péri dans les flammes. La condamnation résonna au-delà des murs du tribunal, établissant des précédents juridiques qui définiraient pendant des décennies la poursuite internationale des crimes de guerre. Le message était sans équivoque. Aucun bourreau, indépendamment de sa position dans la hiérarchie criminelle, ne pouvait espérer échapper aux conséquences de sa participation au génocide et aux crimes contre l'humanité. Les derniers jours de l'officier des SS se sont déroulés dans une cellule austère de la prison militaire où attendaient d'autres condamnés pour crimes de guerre. La sentence de mort avait été prononcée, mais la méthode d'exécution suivrait les protocoles établis par la justice militaire alliée, la potence et non le feu qui avait caractérisé ces crimes. La réalité de la justice de l'après-guerre était plus sobre et méthodique que tout symbolisme dramatique, mais elle n'en était pas moins définitive dans son message. Le prisonnier qui avait dominé des territoires entiers par la terreur mesurait maintenant ses jours par les pas qu'il pouvait faire dans une cellule de 3 par 4 mètres. Les gardiens remarquaient sa détérioration progressive, les nuits sans sommeil, les murmures incohérents, la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'il tenait la maigre nourriture qu'on lui fournissait. L'homme qui avait autrefois observé impassible la souffrance d'autrui ressentait maintenant le poids psychologique de faire face à sa propre mortalité imminente. Pendant les semaines qui ont précédé l'exécution, plusieurs aumôniers militaires ont tenté de lui rendre visite, offrant la possibilité de confession ou des paroles de réconfort spirituel. Ces offres ont été systématiquement refusées avec la même froideur qui avait caractérisé son traitement envers les victimes. Son refus de chercher une quelconque forme de rédemption spirituelle reflétait une personnalité qui, même face à la mort, s'accrochait à la dureté émotionnelle qu'il avait cultivée pendant des années. Les préparatifs pour l'exécution suivaient des protocoles établis qui avaient été affinés au cours des nombreux cas de criminels de guerre jugés à travers l'Europe. L'échafaud a été construit dans la cour de la prison selon des spécifications techniques conçues pour garantir une mort rapide et efficace. Contrairement aux exécutions publiques des époques antérieures, ce processus était limité à des témoins officiels, des représentants militaires, des observateurs légaux et un nombre réduit de survivants qui avaient demandé à assister à la fin de l'homme qui avait détruit leur communauté. Le jour en question s'est levé gris et froid, avec une brume qui semblait appropriée à la solennité du moment. Le protocole militaire exigeait une précision dans chaque détail. Le prisonnier avait été réveillé avant l'aube, on lui avait fourni un dernier repas qu'il refusa, et on lui avait permis d'écrire des lettres qu'il n'envoya jamais. Son comportement durant ces dernières heures fut décrit par les gardes comme étrangement calme, comme s'il avait atteint une acceptation résignée de son destin. La marche vers l'échafaud s'est déroulée sans incident. Escorté par 2 gardes militaires, le condamné a traversé les couloirs de la prison d'un pas ferme, gardant une posture droite qui contrastait avec la pâleur de son visage et le tremblement à peine perceptible de ses membres. En arrivant dans la cour, où attendaient les témoins officiels dans un silence sépulcral, son regard a brièvement parcouru les visages présents avant de se fixer sur la structure de bois qui serait le théâtre de ces derniers moments. Parmi les témoins se trouvaient plusieurs survivants des villages qu'il avait incendiés, des hommes et des femmes qui avaient voyagé de longues distances pour assister à ce moment de justice. Leurs visages reflétaient des émotions complexes, pas de célébration, mais une satisfaction sombre en voyant que la justice atteignait enfin celui qui avait causé tant de souffrances. Pour eux, cette exécution représentait la clôture d'un chapitre traumatique, bien que non la guérison complète de blessures qui resteraient ouvertes pour le reste de leur vie. L'officier chargé de l'exécution a lu pour la dernière fois la sentence,
en récitant les crimes prouvés lors du procès, la destruction systématique de communautés civiles, le meurtre de masses de non-combattants, l'utilisation de la terreur comme politique délibérée. La lecture a été brève et factuelle, sans dramatisme inutile, reflétant la nature légale et non vengeresse du processus qui avait conduit à ce moment. Les dernières minutes se déroulèrent avec l'efficacité bureaucratique qui caractérisait tous les aspects de la justice militaire alliée. Il fut offert au condamné l'opportunité de prononcer des dernières paroles qu'il déclina d'un geste silencieux. La cagoule fut placée sur sa tête, cachant à jamais les expressions d'un visage qui avait assisté et ordonné des atrocités indescriptibles. Le bourreau, un spécialiste militaire spécialement formé pour ces tâches, vérifia les mécanismes une dernière fois. L'exécution s'est achevée en quelques secondes. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le vent qui faisait bouger les branches des arbres voisins, un bruit qui contrastait de manière dramatique avec les cris et les flammes qui avaient caractérisé les crimes du condamné. Les témoins sont restés immobiles pendant plusieurs minutes, réfléchissant au sens du moment qu'ils venaient de voir. Pour les survivants présents, la mort de l'officier représentait une forme de justice qui, bien qu'elle ne puisse pas ramener les morts ni reconstruire les communautés détruites, confirmait au moins que les crimes les plus atroces ne restèrent pas totalement impunis. Une vieille Polonaise qui avait perdu toute sa famille dans l'un des incendies ordonnés par lui a ensuite exprimé qu'elle avait ressenti non pas de la célébration, mais du soulagement. Le fait que le monde reconnaissait officiellement la souffrance qu'ils avaient endurée. La nouvelle de l'exécution s'est rapidement répandue dans les médias internationaux, mais a été reçue avec moins de fanfare que celle qui aurait pu être générée par les exécutions de criminels de plus haut rang. Les journaux l'ont rapporté comme un élément de plus dans le processus large de dénazification qui se déroulait dans toute l'Europe, un rappel que la justice cherchait à atteindre non seulement les leaders les plus visibles du régime, mais aussi les exécutants intermédiaires qui avaient rendu possible les politiques génocidaires. L'impact le plus profond de cette exécution s'est fait sentir dans les communautés qui avaient été ses victimes. Dans les villages reconstruits de Pologne, de Biélorussie et d'Ukraine, la nouvelle a été accueillie avec un mélange de satisfaction et de mélancolie. Les monuments érigés à la mémoire des victimes ont acquis une nouvelle signification. Ils ne commémoraient plus seulement les morts, mais témoignaient également que la justice, bien que tardive, avait atteint l'un de leurs bourreaux. La mort de l'officier SS a marqué la fin d'une vie qui avait incarné le pire de la nature humaine, lorsqu'elle est combinée avec une idéologie extrémiste et un pouvoir absolu. Son exécution n'a pas été le spectacle dramatique que certains pourraient avoir imaginé, mais un acte sobre de justice légale qui a fermé un chapitre spécifique dans le vaste processus de tenir responsables les auteurs de l'Holocauste et des crimes de guerre nazis. L'héritage de sa mort résidait non dans la méthode de son exécution, mais dans le message qu'elle envoyait, que les crimes contre l'humanité ne se prescrivent pas, que la justice peut être lente mais persistante, et que même dans les moments les plus sombres de l'histoire, l'humanité conserve la capacité de distinguer entre le bien et le mal, en punissant le premier et en honorant la mémoire de ceux qui ont souffert sous la tyrannie de la terreur systématique. Avril 1945 marqua l'effondrement définitif de la structure qui avait soutenu la terreur nazie pendant plus d'une décennie. La carte du Reich se désintégrait jour après jour, tandis que les forces alliées convergeaient de tous les fronts vers le cœur d'une Allemagne transformée en ruine fumante. L'armée rouge avait traversé la Pologne avec une fureur implacable, avançant vers Berlin depuis l'Est, tandis que les divisions américaines, britanniques et françaises pénétrèrent le territoire allemand depuis l'Ouest. Les villes qui, pendant des années, avaient été des symboles du pouvoir nazi, brûlèrent maintenant sous les bombes alliées, réduites à des décombres carbonisés qui témoignaient de la fin d'un empire qui avait promis de durer 1000 ans. Au milieu de cette désintégration systématique se trouvait l'officier des SS dont le parcours avait été marqué par le feu et la destruction. Pendant des années, il avait exercé un pouvoir absolu sur la vie et la mort de communautés entières, dictant le destin de villages avec un seul ordre, se maintenant comme une figure redoutable au sein de la machine de terreur nazie. Sa présence avait signifié dévastation pour des milliers de personnes, et son nom était resté gravé dans la mémoire des survivants comme symbole de la cruauté systématique du régime. Maintenant, cependant,
Le système qui lui conférait cette autorité illimitée s'effondrait et avec lui s'évanouissait l'illusion d'impunité qui avait protégé ses crimes. Les derniers jours du Reich ont révélé les différentes stratégies de survie adoptées par les hiérarques nazis. Certains, suivant l'exemple de Hitler, ont choisi le suicide plutôt que de faire face à la justice. D'autres, comme Himmler, ont tenté de négocier avec les Alliés, cherchant une sorte d'amnistie qui n'arriverait jamais. Une grande majorité a opté pour la fuite, se dispersant sur le territoire allemand à la recherche de l'anonymat qui leur permettrait d'échapper aux conséquences de leurs actes. L'officier des SS s'est ajouté à cette dernière catégorie, détruisant méticuleusement tous les documents pouvant le compromettre, brûlant ses insignes distinctifs et éliminant toute trace visible de son identité précédente. La transformation fut radicale et délibérée. Il échangea son uniforme noir contre des vêtements civils usés qu'il avait obtenus d'un paysan, adopta un faux nom et commença une vie de vagabondage sans but précis. Ses journées se transformèrent en une succession de marches nocturnes sur des chemins ruraux pour éviter les contrôles alliés, des nuits passées dans des étables abandonnées ou à se réfugier dans les bois, des journées à mendier de la nourriture dans des villages reculés en feignant d'être simplement un autre soldat vaincu parmi les millions qui erraient sur le territoire allemand dévasté. Le contraste entre sa situation présente et son passé récent était brutal et inévitable. Quelques mois auparavant, il avait marché en tête de colonnes de soldats, arborant un uniforme scintillant et recevant le respect craintif de tous ceux qu'il croisait. Sa parole avait été loi absolue dans les régions sous son contrôle, et sa présence avait suffi à semer la panique parmi la population civile. Maintenant il marchait sale, barbu, tremblant de froid et de faim, évitant soigneusement le regard des paysans qu'il rencontrait sur son chemin, conscient que toute reconnaissance pourrait signifier sa perte. Les souvenirs le poursuivaient constamment pendant ces semaines de fuite. Chaque feu de camp improvisé qu'il allumait pour se réchauffer lui rappelait les incendies qu'il avait ordonnés. Chaque flamme misérable pour survivre contrastait douloureusement avec le feu qui avait été le symbole de son pouvoir destructeur. À ce crépuscule de sa carrière criminelle, il commença à éprouver une émotion qu'il n'avait pas connue pendant des années de terreur, la peur. Le bourreau qui avait inspiré la panique à des milliers de personnes vivait maintenant poursuivi par sa propre ombre, conscient que chaque jour de liberté pourrait être le dernier. Sa situation n'était pas unique parmi les criminels de guerre nazis en fuite. Des dizaines d'officiers SS et d'autres auteurs de crimes cherchaient des itinéraires d'évasion à travers des réseaux organisés connus sous le nom de Ratlin. Ces voies clandestines, qui comprenaient des monastères, des sympathisants clandestins et des passeports falsifiés, avaient réussi à transporter de nombreux fugitifs jusqu'en Italie et de là vers des destinations sûres en Amérique du Sud. L'officier a tenté d'établir un contact avec ces réseaux d'évasion, mais il a découvert que sa notoriété jouait contre lui de façon décisive. Il était trop connu dans les régions qu'il avait dévastées, trop facile à identifier pour les villageois qui se souvenèrent de lui vivement, trop reconnaissable pour les prisonniers libérés qui pouvaient le décrire avec une précision millimétrique. La fin de sa fuite a commencé par une rencontre apparemment fortuite dans un petit village bavarois où il avait cherché un refuge temporaire. Parmi un groupe de personnes déplacées qui transitaient par la région, se trouvait un homme polonais, ancien prisonnier d'un des camps de concentration. Un seul regard a suffi pour la reconnaissance. La mâchoire rigide, la cicatrice caractéristique sur le front, le timbre rauque de la voix qui avait prononcé tant de condamnations à mort. L'ancien prisonnier a agi avec prudence, avertissant discrètement les autorités alliées de la région de la présence du fugitif. Pendant plusieurs jours, des soldats américains et britanniques ont surveillé le village, planifiant soigneusement le moment opportun pour agir. Le bourreau, complètement inconscient d'avoir été découvert, maintenait sa routine quotidienne. Il cherchait du pain parmi les habitants locaux, dormait dans une grange abandonnée à la périphérie du village, évitait les conversations prolongées qui pourraient révéler des détails compromettants de son passé. Son passé criminel, cependant, l'avait déjà rattrapé de manière inexorable. Un matin précoce, plusieurs camions militaires alliés encerclèrent complètement le village. Des soldats armés firent irruption dans la grange où l'officier dormait. Sa tentative de fuite par une porte latérale fut inutile. Il fut maîtrisé en quelques secondes sans opposer une résistance significative.
Il ne restait plus aucune trace de l'homme qui avait ordonné de brûler des villages entiers avec un sang-froid calculé. En l'enregistrant, les soldats ont trouvé des fragments de documents brûlés dans ses poches ainsi qu'un insigne des SS qu'il n'avait pas réussi à détruire complètement. Cet oubli mineur est devenu la preuve définitive de sa véritable identité. Il a été transféré sous stricte surveillance militaire vers un centre de détention. Et, pendant le trajet, les soldats ont observé qu'il gardait constamment les yeux baissés, évitant tout type de contact visuel. Le bourreau était complètement vaincu. Sa capture représentait la matérialisation d'un contraste dramatique entre deux images irréconciliables, celle de l'officier SS qui, au sommet du Reich, avait décidé avec une froideur administrative la mort de centaines de personnes, et celle du fugitif capturé, sale, affamé, menotté et visiblement tremblant devant ses ravisseurs. Les villageois qui ont assisté à la scène ont commenté par la suite que c'était comme observer la transformation d'un loup enragé en un chien effrayé. La chute du bourreau était totale et définitive. Enfermé dans une cellule individuelle, il fut soumis à des interrogatoires préliminaires au cours desquels il tenta de nier sa véritable identité, mais les preuves accumulées contre lui étaient accablantes. Des témoignages détaillés de survivants, des documents saisis lors de fouilles, des photographies confirmant sa participation à des massacres spécifiques. Chaque jour, davantage de survivants arrivaient pour l'identifier, le désignant sans hésitation comme l'homme responsable de la destruction de leur communauté. Des femmes qui avaient perdu leur famille, des personnes âgées qui avaient vu brûler leur maison, même des enfants qui gardaient des souvenirs traumatiques des incendies, tous concordaient dans leur identification. Il n'existait aucune possibilité d'évasion ou de déni crédible. Son arrestation a été communiquée immédiatement à la presse internationale, générant des gros titres qui ont résonné dans le monde libre entier. Les journaux annonçaient la détention de l'homme qui avait semé la terreur par le feu et la destruction, décrivant sa chute comme le symbole du triomphe de la justice sur l'impunité nazie. Pour les gouvernements alliés, cela représentait une victoire significative dans la quête de responsabilité pour les crimes de guerre, démontrant que le réseau de poursuite fonctionnait effectivement pour les survivants de ces crimes. La nouvelle de sa capture représentait bien plus que la simple détention d'un individu. Elle confirmait que la justice pouvait atteindre même ceux qui avaient tenté de disparaître dans l'anonymat, démontrant que la mémoire des victimes maintenait vivante la quête de responsabilité pour les crimes commis pendant les années les plus sombres de l'histoire européenne. L'officier qui avait utilisé le feu comme instrument de terreur faisait maintenant face au feu de la justice, réduit à attendre un verdict que tous savaient inévitable. Le crépuscule du bourreau symbolisait quelque chose de plus profond que la chute d'un criminel individuel. Il représentait la fragilité fondamentale du pouvoir construit sur la terreur et la violence systématique. Pendant des années, sa figure avait incarné l'arbitraire absolu, la capacité apparemment illimitée de détruire des vies et des communautés avec des décisions froidement calculées. Son autorité avait semblé invincible au sein du système nazi, protégé par la structure institutionnelle du Reich et la complicité de milliers de collaborateurs. Cependant, à la fin, son destin fut celui d'un fugitif acculé, réduit à la condition d'un prisonnier de plus parmi les décombres d'un empire vaincu. Sa chute a démontré une vérité historique fondamentale, que, aussi brutale et apparemment invincible qu'un régime autoritaire puisse paraître, il existe toujours un moment où la justice, stimulée par la mémoire persistante des victimes et la détermination de ceux qui cherchent à obtenir des comptes, parvient à se frayer un chemin à travers les structures d'impunité. Le bourreau qui avait semé la peur chez des milliers de personnes a fini par être piégé par la même peur qu'il avait inculquée aux autres, vivant ses derniers jours de liberté poursuivi par les ombres de ses propres crimes, conscient que le filet de la justice se refermait inexorablement autour de lui.